BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler forcément de tech, puisque c'est Vivatech qui ouvre ses portes aujourd'hui. On va en parler avec un des fondateurs d'une des licornes françaises, Philippe Corot. Bonsoir. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur et CEO de Miracle. Miracle, on va le rappeler, faut-il encore le rappeler, c'est le leader européen, c'est le leader mondial. Leader mondial. Ouais, des solutions logicielles de marketplace. Voilà. Et puis vous travaillez avec les plus grands, vous travaillez avec Macy's, Airbus, Asos, Coca-Cola, vous travaillez de par le monde. Le Roi Merlin, Decathlon. Le Roi Merlin, Maison du Monde. Parce qu'en fait, c'est une entreprise qui est donc internationale, c'est important aussi. On reviendra aussi parce que vous vous êtes renforcé dans le retail média, mais vous êtes renforcé dans l'intelligence artificielle. Vous allez nous dire concrètement qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça change pour votre métier, parce que souvent on parle maintenant, dès qu'on reçoit un mail, c'est forcément tiens, tel chef d'entreprise, il utilise l'intelligence artificielle, et puis en fait, bon, c'est que sur une toute petite partie, sur ses services juridiques, donc c'est peut-être moins fort, on va dire. Vous avez décidé de mettre les bouchées doubles dans l'intelligence artificielle. Il y a Vivatech aujourd'hui, on va en parler beaucoup. Demain, une émission spéciale à l'occasion de l'intervention du président de la République avec le patron d'NVIDIA et le patron d'OpenAI que vous connaissez bien. Pourquoi c'est si important? Est-ce que c'est une révolution pour vous? Ou c'est un changement d'époque? Comment, s'il fallait qualifier, oui, alors, ce que ça apporte, l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, c'est pas tellement ce que ça apporte, c'est que ça change tout. C'est même plus qu'une révolution industrielle, c'est un changement de civilisation. Si vous voulez, aujourd'hui, on va avoir des machines qui sont aussi intelligentes, voire plus intelligentes que des humains, mais qui sont capables de créer, d'analyser, de prendre des décisions. Donc c'est vraiment un changement fondamental. C'est un changement de paradigme complet. Ça va toucher toutes les industries, tous les métiers. Donc on doit s'en préoccuper, en tout cas l'anticiper, l'intégrer dans notre stratégie. Et nous, c'est ce qu'on fait chez Miracle depuis plusieurs années déjà. Oui, vous êtes déjà très actif dessus, on peut dire. Mais en même temps, l'intelligence artificielle, elle évolue chaque jour. Même pendant que nous parlons, elle évolue. C'est ça toute la difficulté. Quand je dis vous avez mis les bouchées doubles, donc vous investissez combien ? Alors, chez Miracle, nous, on investit beaucoup. Et beaucoup, c'est quoi? Beaucoup, ça passe par des recrutements, essentiellement. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, déjà, quasiment exclusivement, les recrutements que nous faisons dans les équipes techniques sont liés à l'intelligence artificielle. Les acquisitions que nous avons faites chez Miracle, que ce soit la société Adspert ou Target to Sell, c'était pour utiliser leur savoir-faire en intelligence artificielle. Et aujourd'hui, l'équipe d'intelligence artificielle de Miracle, c'est 100 personnes et elle va doubler sur les 18 prochains mois. Donc c'est vraiment des investissements pour nous massifs, c'est stratégique. Juste le chiffre d'affaires, c'est un peu plus de 11 milliards, c'est ça? C'est quoi? Alors le volume d'affaires généré sur les plateformes de Miracle, oui, c'est plus de 11 milliards cette année. Oui. Et en plus, vous êtes rentable. Ça, c'est un point. On est rentable sur notre core business. Oui, c'est un point important. On investit beaucoup dans nos nouveaux métiers, comme le retail média, par exemple. Mais sur notre core business, on est rentable. Vous allez aller, je crois, à l'Élysée, vous allez dîner avec le président Macron et surtout avec tous les entrepreneurs comme vous qui ont réussi dans la tech. D'abord, est-ce qu'il y en a beaucoup, en fait? Des entrepreneurs qui ont réussi comme vous et dans la tech? Alors, la réussite, c'est un débat philosophique. Oui, la France, c'est une grande nation de la tech. Oui. Donc ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête, c'est que la France joue vraiment une carte importante dans l'univers de la tech. Après, l'intelligence artificielle, comme je le disais, ça va toucher toutes les industries, tous les métiers, tous les savoir-faire, la santé, la défense, le commerce, absolument tous les métiers. Donc il faut que la France tire son épingle du jeu et l'Europe aussi. Je pense que c'est l'objectif du dîner organisé demain à l'Élysée, c'est de faire des propositions concrètes sur comment est-ce que la France et l'Europe peuvent tirer son épingle du jeu et plus que tirer son épingle du jeu, devenir un leader de l'intelligence artificielle. Oui, je recevais César McLary, que vous devez peut-être connaître, Fluidstack. Donc, il lui a investi 10 milliards de dollars dans un supercalculateur. Après, c'est beaucoup d'investissements, justement. Oui. Et il disait, oui, je crois que la France peut jouer cette carte de la tech. Mais vous investissez, Philippe Corot. Par exemple. Vous avez intérêt. Ah, ben, vous voyez, je ne le savais pas. Bon, voilà, vous êtes investisseur dans Fluidstack, vous êtes investisseur aussi dans OpenAI. Vous êtes investisseur dans
Mistral. Est-ce que c'est rentable d'investir dans la tech? C'est un peu la question qu'on se pose tous en disant, on vous voit tous, vous êtes devenus très riches, Philippe Corot, comme beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup qui finissent un peu au tapis, mais ça c'est... Comment est-ce que vous faites pour choisir? Est-ce qu'il y a un choix en France? Alors, être riche, c'est être heureux de ce qu'on a, donc oui. Oui, bien sûr que là, investir dans la tech, je pense que c'est important, surtout en tant que Français, comme je le disais, la France et l'Europe doivent tirer son épingle du jeu dans le combat, entre guillemets, de l'intelligence artificielle face aux Américains et face aux Chinois. On a une carte à jouer qui est majeure, et ça nécessite des investissements. Donc, il y a aussi une part il y a besoin que les entreprises françaises et que les gouvernements favorisent l'investissement dans ces nouveaux domaines, et notamment dans l'intelligence artificielle. On est toujours frappé par les milliards de dollars qui sont investis, notamment aux États-Unis, forcément. Et nous, ce qu'on met dans la tech, c'est bien. Là, je recevais le patron de France Invest, là, Bertrand Rambaud. Enfin, on n'est pas du tout à la même échelle. Pas du tout dans la même échelle. Et je pense que les entreprises du CAC 40 n'investissent pas assez dans l'intelligence artificielle. Oui. Aujourd'hui, je pense que c'est absolument nécessaire d'avoir des incitations extrêmement fortes, voire des obligations, pour faire en sorte que les entreprises les plus puissantes en France investissent massivement dans l'intelligence artificielle. Sinon, on va être déclassé. Oui. Quand vous dites investir massivement dans l'intelligence artificielle pour ces grandes entreprises, vous voulez dire pour elles-mêmes ou alors dans des entreprises de la tech? Les deux, je pense qu'il faut qu'elles investissent pour elles-mêmes, ça c'est nécessaire, c'est une question de compétitivité. Elles n'auront pas le choix, donc elles y viendront, il ne faut pas y aller trop tard. Mais il faut aussi qu'elles investissent dans la recherche, dans l'intelligence artificielle européenne pour favoriser des champions et que les investissements futurs, que les dépenses futures n'aillent pas soit en Chine, soit aux États-Unis, et qu'elle reste en Europe. Oui, c'est un peu toute la difficulté, parce qu'il y a un truc quand même, vous êtes une licorne française, Philippe Corot, Miracle, vous êtes valorisé combien là maintenant à peu près? Alors, lors de la dernière levée de fonds en 2021, nous étions valorisés 3,5 milliards de dollars en 2021. Mais ça c'est en 2021, on est en 2025. J'imagine que c'est quand même plus, non? Surtout, vous avez procédé à des acquisitions, vous êtes développé dans le retail média. On va y revenir dans un instant. Donc maintenant, vous diriez quoi? Tant qu'il n'y a plus de transactions, la valorisation... Non, parce que lorsque vous regardez, on disait que demain, là, il y a l'invité star de Vivatech, c'est le patron de Nvidia. 3 000 milliards, donc ça a été créé, vous avez créé en 2012. Oui. Donc ça a été créé évidemment bien après vous. 3 000 milliards de dollars de valorisation. Vous voyez, un tout petit souci, quoi. Oui, mais alors... Non, effectivement. D'abord, Nvidia, c'est une société qui est très ancienne. Et Nvidia, c'est pour ça que la recherche est importante, dispose d'un savoir-faire unique en termes de technologie pour le développement des intelligences artificielles, pour faire simple. Oui. C'est un avantage compétitif qui est majeur. D'où la valorisation. Mais la valorisation de Nvidia est corrélée à son chiffre d'affaires, à sa croissance. Ce n'est pas des valorisations qui sont... c'est pas comme on a pu connaître dans les années 2000, comme on a connu des valorisations qui n'avaient pas de sens, parce qu'il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de clients. Aujourd'hui, le marché dans l'intelligence artificielle est colossal. Les investissements que font Amazon, Google, Meta, Nvidia, toutes ces entreprises qui sont parmi les plus grandes au monde, dans l'intelligence artificielle, c'est absolument colossal. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la valorisation des entreprises françaises soit plus élevée? Parce que c'est un point important. On parlait de Fluidstack. Bon, là, il y a un fonds français, mais il y a plein d'autres où il y a des fonds anglo-saxons. Évidemment, vous, si vous faites coter, ça sera où? Est-ce que ça sera vraiment en France? Il faut faire en sorte... les valorisations, c'est l'offre et la demande. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait une attractivité forte de l'Europe et de la France pour les investissements. C'est le travail qu'a fait Emmanuel Macron depuis plusieurs années et qui fonctionne. Vous parliez de Vivatech. Quand on voit la qualité des intervenants et des gens qui viennent à Vivatech, c'est le monde entier de la tech qui se réunit. Vous voyez, le patron d'Nvidia qui vient en France pour Vivatech, c'est un signal qui est très fort. Ouais. Et ça montre aussi, encore une fois, l'attractivité de la France, mais aussi la place qu'on a dans l'intelligence artificielle, avec Mistral, avec Fluidstack.
On va parler du retail média, après on parlera de la fast fashion, parce que c'est un point quand même très très important pour vous, parce que vous faites des places de marché, vous travaillez pour l'ensemble des... les plus grands noms, on va dire, au niveau international. Là, vous revenez, je crois, des Cannes Lions, donc... qui se passe à Cannes, comme son nom l'indique, donc dans le retail média. Le retail média, c'est quelque chose d'un peu nouveau, en fait, mais qui permet à vos clients, mais aussi à d'autres, en fait, de valoriser leur flux. Exactement. Voilà. Donc, c'est donc un peu à nouveau, enfin, c'est votre nouveau métier, on va dire, dans lequel vous avez investi beaucoup. 176 ou 176 milliards de dollars en 2028. Pourquoi ça prend un tel essor? C'est quoi l'enjeu du retail média? Alors, le retail média, c'est la publicité sur les plateformes e-commerce. Oui, on le subit tous, j'ai envie de dire. Voilà. Oui. D'ailleurs, les Cannes Lions, c'est la semaine prochaine. J'y vais la semaine prochaine. Je croyais que on m'avait dit que vous y en reveniez, donc vous y allez. Mais le retail média, c'est la publicité sur les plateformes e-commerce. Donc, c'est de la publicité qui est au plus proche de l'acte d'achat. Donc, en termes de transformation, en termes d'efficacité, c'est énorme. Et c'est vrai que les chiffres sont incroyables, puisque en 2027 ou 2028, les dépenses qui seront faites aux États-Unis sur Amazon, Walmart et Target, je crois, ou Kroger, seront plus importantes que sur l'ensemble des réseaux de chaînes télévisées. Oui, c'est un peu notre mort annoncée, on va dire, oui. Non, c'est pas un changement de business model, mais donc ça montre, si vous voulez, l'impact majeur que va avoir le retail média. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une technologie basée sur l'intelligence artificielle qui permet à nos clients de monétiser de l'espace publicitaire sur leur plateforme. Et c'est bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique pour les opérateurs de la plateforme e-commerce, car c'est du revenu complémentaire, mais c'est aussi bénéfique pour le client, car grâce à nos technologies, le produit qu'on va lui mettre en avant correspond au produit qu'il recherche. Donc c'est aussi un gain de temps. Meilleure transformation, gain de temps, c'est bénéfique pour tout le monde. C'est la difficulté des algorithmes. Est-ce que c'est bien pour le client ou pas? Ça, c'est vous qui dites. En tant que consommateur ou consommatrice, peut-être un peu moins sûr, mais... Ça dépend comment ils sont paramétrés. Les algorithmes des réseaux sociaux qui n'ont que pour objectif d'optimiser l'engagement et parfois diffusent de l'information, de la fake news pour faire de l'engagement, oui, c'est pas bon. Après, quand vous êtes sur une plateforme e-commerce, qu'on vous donne tout de suite de la visibilité sur le produit qui correspond le mieux à votre recherche, c'est un gain de temps. En plus, il sera à un bon prix. Donc, gain de temps et d'argent, oui, c'est bénéfique. Vous avez vous travaillez pour combien de plateformes aujourd'hui? 450. 450 ? Combien en France? Combien à l'étranger? Alors, on fait 80% de notre chiffre d'affaires hors de France et 60% hors d'Europe. D'accord. Et aux États-Unis, vous travaillez beaucoup aux États-Unis? Alors, on travaille beaucoup aux États-Unis. On travaille pour Macy's, pour Nordstrom, pour Best Buy, pour Home Depot, pour Ulta. On travaille. La plupart des grands retailers américains utilisent notre plateforme de marketplace et de retail média bientôt. Est-ce que c'est compliqué quand on est une entreprise française maintenant de travailler aux États-Unis, ou pour l'instant vous ne ressentez pas de frein à l'utilisation de vos logiciels? Parce qu'il pourrait très bien dire attention, c'est un logiciel français, non. Faut faire attention. L'image de la France est plutôt bonne au niveau de la technologie. Regardez, les plus grands cerveaux de l'intelligence artificielle, beaucoup sont français. Je crois que 14 des 20 cerveaux de l'intelligence artificielle sont français. On le voit en France avec Mistral, mais Yann Lequin qui gère l'équipe d'AI de Meta est français. Julia, Voilà. Donc la France n'a pas à rougir de sa place dans la tech mondiale. Non, mais ils vivent aux États-Unis, cela dit. Oui, alors moi j'ai eu la chance d'avoir un associé exceptionnel, Adrien, qui lui est parti s'installer aux États-Unis, Adrien Luxembourg, qui est parti s'installer aux États-Unis quand on a voulu développer le marché américain. Et il l'a fait avec succès, parce que on a réussi. Aujourd'hui, les plus grands retailers américains sont clients de Miracle. Et le retail média, vous dites, c'est en train d'arriver parce que c'est pas encore développé. Ça m'étonne. Ça doit être très développé aux États-Unis. Alors aux États-Unis, simplement, c'est pas. Alors aux États-Unis, une fois de plus, c'est Amazon qui montre l'exemple. Donc maintenant, il faut suivre. Il faut savoir aussi que sur Amazon, 50 milliards. Le retail média sur Amazon, c'est 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc c'est colossal. C'est l'équivalent de L'Oréal. Donc c'est colossal. Je parle bien juste de la publicité sur la plateforme Amazon. 70% de ces 50 milliards sont faits par les vendeurs marketplace. Donc le modèle de plateforme est lié au développement du retail média. Donc pour nos clients, c'est aussi essentiel d'avoir une plateforme qui est capable de gérer
ces vendeurs marketplace qui vont acheter de l'espace publicitaire sur les plateformes e-commerce. Et c'est ce que Mirakl apporte. Et c'est ce que vous arrivez à faire. Votre objectif, c'est de ressembler, j'allais dire de coller, mais enfin, vous n'êtes pas encore. Bien sûr, c'est Amazon. Alors, non, parce que j'en savais Michel-Édouard Leclerc, pardon, il y a quelque temps, il disait, mais attendez, au lieu de critiquer Amazon, il faut regarder la manière dont ils organisent. Il a tout à fait raison. Le stockage de leurs produits, leur livraison, c'est extraordinaire. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on apporte des technologies à nos clients pour se mettre au niveau d'Amazon. Donc nous, Amazon n'est pas notre concurrent, mais c'est le concurrent de tous nos clients. Et on leur apporte de quoi se battre à armes égales avec Amazon. Vous êtes, on peut dire que vous êtes rentable quand même. Vous me disiez, ça en termes de revenus tout à l'heure. Oui, on est rentable. Sur notre activité principale, on est rentable. Oui. Ça veut dire quoi quand vous dites c'est votre activité principale? Ça veut donc dire que sur l'activité retail média, vous n'êtes pas rentable? Non, on n'est pas rentable sur l'activité retail média. On n'est pas rentable non plus sur l'activité de paiement que nous avons lancée il y a 3 ans. Oui. Parce que c'est des investissements très importants. Donc, pour l'instant, l'équilibre économique fait que nous ne sommes pas rentables, mais on le sera. Notre business model est sain. Ce n'est pas un business model qui repose sur des dépenses marketing. Dès qu'on arrête les dépenses marketing, les revenus s'arrêtent. Nous, c'est des contrats qui sont pluriannuels de 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Donc, notre business model est sain. Donc, pour l'instant, on investit massivement dans notre technologie pour aussi permettre à nos clients de rester toujours au niveau, parce que quand notre client prend une technologie Mirakl, il prend la technologie Mirakl telle qu'elle est aujourd'hui, mais aussi telle qu'elle sera demain. C'est pour ça que pour nous, c'est très important d'investir dans la technologie. Et aujourd'hui, la moitié des équipes de Mirakl sont les équipes techniques. Oui. Est-ce que ça, vous êtes écrit en 2012, d'accord? Maintenant, on voit bien que 2024, 2025, prenez votre verre d'eau, je vous vois avec votre bouteille d'eau depuis 10 minutes. Je vais faire une longue question, si vous voulez, Philippe Corot. Merci. Qu'est-ce que, dans les 5 prochaines années, ça va être quoi, Mirakl? Parce que, j'ai envie de dire, là, maintenant, il faut franchir une étape. Alors, dans les 5 prochaines... Mirakl, c'est un écosystème de solutions qui permettent à nos clients de développer leur business sur les plateformes. Demain, cet écosystème reposera majoritairement sur de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle va permettre d'optimiser le travail que fait nos clients à chacune des étapes. La sélection des produits, le prix, le stockage, l'anticipation des ventes. Toutes les étapes du commerce vont être impactées par l'intelligence artificielle. Et nous, c'est ce qu'on amène à nos clients. Ça va être une technologie qui va leur permettre tout simplement de continuer à vendre plus et mieux. Parce que c'est ça l'objectif du retail. Et vous allez aller voir quelle taille? Est-ce que votre objectif, c'est d'avoir, je ne sais pas, que la moitié de votre chiffre d'affaires provienne des États-Unis, parce que c'est quand même là où il se passe beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, en termes de commerce et d'e-commerce, il faut le dire. J'imagine que la Chine, ce n'est pas encore pour demain matin. Non, la Chine, ça ne sera jamais pour nous, mais la Chine, ce n'est pas pour nous. On n'ira pas en Chine, on ne veut pas travailler en Chine. Donc oui, l'objectif, c'est que les États-Unis représentent plus de la moitié de notre activité. Aujourd'hui, Mirakl, c'est 750 personnes. L'objectif, c'est de doubler de taille. Et encore une fois, c'est d'investir massivement dans l'intelligence artificielle. Est-ce que vous imaginez un jour, peut-être, ou peut-être demain, ou peut-être que c'est déjà dans les tuyaux, votre cotation en bourse ou pas? Notamment, si vous voulez avoir plus de la moitié de votre chiffre d'affaires aux États-Unis, vous faire coter au Nasdaq, est-ce que c'est un objectif pour vous? Je veux dire, un horizon visible. La cotation en bourse, c'est pour lever des fonds et pour avoir de la liquidité. Oui. Pour l'instant, moi, mon objectif, c'est de continuer à développer l'entreprise le plus possible. Nous n'avons pas besoin de lever de fonds. Nous avons levé des fonds de manière assez significative en 2020, en 2021. Le fait que nous soyons rentables sur notre core business fait qu'on a un cash flow qui n'est pas très négatif. Donc, nous n'avons pas besoin de lever de fonds. Donc, moi, mon objectif, ce n'est pas la cotation pour la cotation. Je ne vais pas aller au Nasdaq pour dire, voilà, je suis au Nasdaq, appuyer sur le bouton, c'est une très bonne campagne de pub. Oui, mais moi, ce n'est pas mon truc. Oui, mais là, vous êtes... Moi, ce que je veux, c'est développer Mirakl le plus possible avec son activité historique et ses nouvelles activités dans le retail média et dans le paiement. Développer notre écosystème et générer plus de revenus chez nos clients. Et ça, comme je le disais, ça passe par des investissements massifs en technologie et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et pour faire ces investissements massifs, nous n'avons pas besoin de lever des fonds aujourd'hui. D'accord, moi ça c'est clair. Vous faites partie du Next 40. Oui.
Oui. fait partie du Next 40. Encore, parce que la nouvelle liste va sortir encore. Voilà, la liste est sortie, voilà, on fait partie du Next 40. Oui. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore notre place d'être dans le Next 40. On est très content d'y être. Ça veut dire quoi, ça? Le Next 40, je pense qu'à un moment, c'est bien de laisser la place aux jeunes. Okay. Donc, je ne sais pas si... je pense que... voilà, on y est cette année, on est très content d'y être. C'est une fierté de faire partie de ces 40 entreprises françaises à potentiel. Voilà, je pense que maintenant, c'est bien. L'année prochaine, probablement seront des nouvelles startups qui nous remplaceront. Je pense qu'il faut que ça tourne un petit peu. Ouais. Alors, l'e-commerce, oui, mais peut-être que ça ne tourne pas parce qu'en fait, il n'y a pas eu l'émergence de nouvelles entreprises. Si, il y a des nouvelles entreprises. Par exemple, je pense que Mistral est rentré dans le Next 40. Il y a de nouvelles entreprises. Oui. Et heureusement, d'ailleurs, encore une fois, la France... Vous avez multiplié par combien votre mise dans Mistral, on peut savoir? Alors, pas précisément le montant, je n'oserais pas, Philippe Corot. Honnêtement, aujourd'hui, c'est pareil, tant qu'il n'y a pas eu de transaction, les valorisations, elles sont réelles quand il y a une transaction. Mais c'est quoi? C'est multiplié par 1000? Moi, j'ai eu la chance de pouvoir investir dans Mistral au tout début. Ah oui, donc, comme ça, c'est le jackpot, ça. C'est mieux que l'euro-million. Ça dépend, oui, comme vous dites, ça dépend des montants qu'on a investis. C'est des multiples qui sont importants, parce qu'aujourd'hui, la dernière levée de fonds de Mistral, c'était sur une valorisation de 5 milliards. Donc voilà, après, encore une fois... C'est sûr que par rapport à 5 millions, ça fait une petite différence. Non, mais chaque entreprise a un challenge. Oui. Donc il n'y a pas de... Enfin, vous parliez d'investissement tout à l'heure, vous parliez d'investir dans des boîtes, investir dans l'IA, dans l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de gain facile, si vous voulez. Il n'y a pas de. Bien sûr, ça. Il n'y a pas de magique. Voilà, il n'y a pas de baguette magique. Et c'est pas parce qu'il y a marqué AI sur un projet que c'est un bon projet. Mistral est un projet exceptionnel. C'est un projet français, c'est un projet exceptionnel. Mais il n'y a pas de recette magique pour le succès. C'est beaucoup de travail, des équipes très motivées. Et ça restera français combien de temps? Il faut poser la question. Moi, je vais vous parler de Miracle, si vous voulez. Non, mais vous êtes actionnaire. On va en parler. Je suis actionnaire. Je suis ultra minoritaire dans Mistral. Alors, on va parler de fast fashion parce que le projet de loi a été adopté au Sénat là tout à l'heure. Maintenant, il faut que ça passe en commission mixte paritaire. Est-ce que la loi telle qu'elle a été finalement adoptée au Sénat, est-ce qu'elle vous convient? Quelle est votre position? Parce que vous êtes un peu au cœur. C'est vous qui pourvoyez la fast fashion. Pas du tout. Alors, pas du tout. Moi, mes clients... À travers vos places de marché. Pas du tout. Moi, mes clients, ils subissent la concurrence déloyale de la fast fashion. Aujourd'hui, vous regardez dans le top 5 des e-commerçants français, vous avez 2 plateformes chinoises. Ces plateformes ne sont pas devenues dans le top 5 par de l'innovation technologique, par de la disruption, par de la rupture. Elles sont rentrées dans ce top 5 par de la concurrence déloyale. Il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est de la concurrence déloyale. Est-ce que la loi telle qu'elle est faite aujourd'hui va solutionner ce problème? Je vous dis franchement, je ne crois pas. Pourquoi? D'abord parce que... Elles n'auront plus le droit de faire de la pub, il n'y aura plus de questions d'influenceurs, il y aura une taxe, Non, la taxe est minime, parce qu'on parle de 2 euros, de 4 euros. C'est ridicule comparé aux enjeux. Les frais de port... Aujourd'hui, vous regardez un produit acheté sur une de ces plateformes chinoises et vous prenez le même produit acheté sur une plateforme française, à cause des taxes ou des frais de port, c'est 2 fois plus cher. Donc on se retrouve en face de nous avec des plateformes qui ne respectent pas les normes, ne respectent pas les droits d'auteur, souvent, parce que vous trouvez beaucoup de contrefaçons, et qui vont maintenant peut-être payer 2 euros par colis. C'est ridicule. Je vous le dis franchement. Donc elle ne sert à rien, cette loi. Moi, c'est cash. Je pense qu'en tout cas, elle ne solutionne pas le problème. C'est-à-dire, en plus, c'est vu sous le prisme de l'écologie, qui est un prisme important, mais je pense qu'il faut regarder la fast fashion sous le prisme de la concurrence déloyale et pas sous l'angle écologique ou éthique. Le problème, ce n'est pas que les clients achètent des t-shirts à 6 euros. Le problème, c'est qu'il y ait des t-shirts à 6 euros en vente en France qui ne respectent pas les règles de la concurrence telles qu'elles devraient être et telles qu'elles doivent l'être en Europe. Et ça, c'est un problème. Donc, le problème, c'est celui-là. D'accord. Donc, je pense que ça n'a pas la solution, quoi. Non, si, la solution, elle est très simple. La solution, elle est faire respecter... Wish a été déréférencé. Wish ne respectait pas les normes, les règles, déréférencé des plateformes et de Google. Si les autres plateformes ne respectent pas les règles de concurrence qui doivent s'appliquer en Europe, il faut les déréférencer. Ça, c'est une solution, c'est concret. Après, pourquoi est-ce qu'on accepte que le gouvernement chinois subventionne les frais de port de ces plateformes? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que les colis ne payent pas la TVA? Qu'on accepte que les vendeurs sur ces plateformes-là ne payent pas la TVA? Je ne sais pas.
Voilà, ça c'est du concret. Au moins le message est clair. Il nous reste 1 minute, Philippe Corot. Juste un point sur. Vous avez écrit une tribune sûrement sur la fin. Vous demandez la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux en disant c'est la solution. Il y a ce problème des sites porno qui ont décidé de plus diffuser en France. Mais c'est vrai que la question elle est récurrente sur les réseaux sociaux. Ça changerait tout, la fin de l'anonymat, mais il n'y a aucune chance. Mais il y a aucune chance. Bon, je ne vois pas pourquoi. Je veux dire, quand vous créez une boutique sur une marketplace ou quand vous créez un compte sur une néobanque, vous avez tout un process de KYC qui est extrêmement rigoureux. Pourquoi ne pas avoir la même chose sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, moi je pense que l'anonymat, c'est le cancer des réseaux sociaux. C'est le libre cours aux propos racistes, antisémites, l'accès à la pornographie chez des mineurs. Je crois que 2/3 des mineurs ont été exposés à la pornographie avant 13 ans. 2/3 des moins de 13 ans ont des comptes sur les réseaux sociaux alors que c'est censé être interdit. 200 000... Il faudrait une majorité numérique en fait. Oui, une majorité numérique peut-être, mais cette majorité numérique doit venir avec la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Je veux dire, on est dans des pays où la liberté d'expression est un droit, donc l'anonymat n'est pas une protection contre ça, parce que j'ai le droit de m'exprimer et de dire ce que je veux. Donc, Merci beaucoup Philippe Corot. Merci à vous. J'ai envie de vous dire bon dîner, et puis surtout vous viendrez nous voir après pour voir si tous vos objectifs, notamment dans l'intelligence artificielle, sont atteints. Avec Philippe plaisir. Corot, le Merci patron de beaucoup. Miracle, était donc notre invité. Vous retrouvez Guillaume Paul et ses experts. La grande interview sur BFM Business.